Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour discuter des piles, des accumulateurs et des batteries. Après avoir présenté les points communs et ce qui différencie ces systèmes et après avoir défini les grandeurs caractéristiques de chacun d'entre eux, nous présenterons de façon plus détaillée les différentes technologies associées à ces différents systèmes. Voyons donc tout d'abord ce qui différencie piles, accumulateurs et batteries. Les piles, les accumulateurs et les batteries sont tous les trois des systèmes électrochimiques constitués d'interfaces solides-solutions au sein desquelles se produisent des réactions électrochimiques. Les transferts électrochimiques au niveau de ces interfaces permettent alors de générer de l'énergie électrique. Ce qui distingue les trois différents systèmes est leur réversibilité. Alors que les accumulateurs sont des systèmes électrochimiques réversibles, dans le sens où il est possible de faire évoluer la réaction électrochimique dans les deux sens, les piles sont des systèmes électrochimiques irréversibles. Une fois la réaction chimique terminée, les réactions électrochimiques aux électrodes ne peuvent pas être inversées pour reconstituer la pile. En d'autres termes, les piles sont des systèmes électrochimiques non rechargeables. Une pile rechargeable est en fait un accumulateur. Ce qui distingue un accumulateur ou une pile d'une batterie est le nombre d'éléments que le système électrochimique va contenir. Alors que l'accumulateur et la pile ne contiennent qu'un seul élément, la batterie en contient plusieurs identiques et montées en série, ce qui permet d'augmenter l'énergie électrique délivrée. En d'autres termes, une batterie n'est rien d'autre que l'association en série de plusieurs systèmes électrochimiques, la plupart du temps identiques. Une batterie pourra donc être rechargeable dans le cas de l'association de plusieurs accumulateurs ou non rechargeable dans le cas de l'association en série de plusieurs piles. En résumé, une pile est un système électrochimique fournissant de l'énergie électrique qui ne peut être régénéré ou rechargé. Un accumulateur est un système électrochimique fournissant de l'énergie électrique qui peut être régénéré ou rechargé par rapport d'énergie électrique. Une batterie est une association d'accumulateurs ou de piles montées en série pour fournir l'énergie électrique et qui peut être régénérée ou non. On voit donc que la seule différence fondamentale entre piles, accumulateurs et batteries est la réversibilité du système et le nombre d'éléments qu'il contient. Dans leur principe de fonctionnement, ils fonctionnent de la même manière dans le sens où des réactions électrochimiques se déroulant à des interfaces électrode-solution permettent de générer l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des dispositifs auxquels ils sont destinés. Nous allons maintenant entrer un peu plus en détail dans la description des piles. Après en avoir donné le principe de fonctionnement et leurs principales caractéristiques, nous présenterons les principales technologies utilisées pour former de tels systèmes. Une pile est un système électrochimique généralement constitué de deux sous-systèmes électrochimiques. Chaque sous-système est en général constitué par une électrode baignant dans une solution d'électrolyte. La solution d'électrolyte peut être commune aux deux sous-systèmes, mais peut également être différente dans chaque sous-système. Dans ce dernier cas, la continuité électrique du système global, c'est-à-dire de la pile, est assurée par un pont salin contenant le plus souvent un électrolyte gélifié et permettant le contact entre les deux solutions d'électrolyte. La présence de ce pont salin génère alors deux jonctions liquide-liquide et nous considérons ici que les différences de potentiel générées par ces jonctions liquides sont nulles ou négligeables. Là où les solutions d'électrolyte contiennent généralement des ions qui seront actifs et réactifs au niveau des deux électrodes. Afin de ne pas avoir à donner systématiquement un schéma de la pile, une représentation conventionnelle est le plus souvent utilisée pour représenter une pile. Cette représentation conventionnelle obéit à un certain nombre de conventions. Nous allons voir ici comment représenter de façon conventionnelle une pile sur l'exemple de la pile Daniel, le schéma de cette pile étant donné sur la figure située en haut à gauche de votre écran.
La première convention définit le positionnement des pôles positifs et négatifs de la pile. La convention veut que l'on place le pôle positif à droite et le pôle négatif à gauche. Dans le cas de la pile Daniel, le pôle positif est constitué de l'électrode de cuivre, puisque le potentiel standard du couple Cu2 plus Cu est supérieur à celui du couple Zn2 plus Zn. Ce qui donne pour la pile le pôle positif sur sur l'électrode de cuivre et le pôle négatif sur l'électrode de zinc. La seconde convention établit la façon de représenter les interfaces. La convention veut que chaque interface soit représentée par une barre oblique. Dans le cas de la pile Daniel, on dénombre 4 interfaces. Une interface cuivre-solution de sulfate de cuivre, une interface solution-sulfate de cuivre pont-salin, une interface pont-salin-solution de sulfate de zinc et une interface solution-sulfate de zinc. La troisième convention définit la numérotation des interfaces. La convention veut que l'on numérote les interfaces de la gauche vers la droite, en réservant cependant le numéro 1 et le numéro 2 aux interfaces constituées des bornes de la pile. Dans le cas de la pile Daniel, cela donne l'interface Zn sulfate de zinc en 1, interface sulfate de cuivre en 2, interface sulfate de zinc pont-salin en 3 et interface pont-salin sulfate de cuivre en 4. On peut alors définir la différence de potentiel aux bornes de la pile comme étant égale à phi2 moins phi1, qui est en fait la somme des différences de potentiel se créant au niveau des interfaces présentes dans la pile. La quatrième convention définit ce qui doit être indiqué entre les barres obliques matérialisant les interfaces. La convention veut que l'on indique la nature et la concentration des différents constituants se trouvant entre les deux interfaces. Dans le cas de la pile Daniel, cela nous donne Zn Cu ZnSO4 à la concentration C1, barre oblique, KNO3 à la concentration C, barre oblique, CuSO4 à la concentration C2, barre oblique, Cu. La cinquième convention peut être utilisée pour représenter de façon conventionnelle les ponts salins. Elle consiste à représenter le pont salin par une double barre oblique, figurant la présence d'une double interface sans précision sur la nature du pont salin. Cela donne pour la pile Daniel ZnCuSO4 à la concentration C1, double barre oblique, CuSO4 à la concentration C2, barre oblique Cu. Cette convention présente l'avantage de simplifier l'écriture de la pile, mais a l'inconvénient de ne donner aucune indication sur la nature des ponts salins, ce qui peut poser problème si les potentiels de jonction ne sont pas nuls et doivent être calculés. Enfin, dans l'écriture conventionnelle, la numérotation des interfaces est le plus souvent omise car elle est implicite. L'écriture conventionnelle la plus couramment adoptée pour la pile Daniel est donc pôle négatif, Zn barre oblique ZnSO4 à la concentration C1, double barre oblique, CuSO4 à la concentration C2, barre oblique Cu, pôle positif. Lorsque la pile fonctionne, chaque sous-système est le siège d'une réaction électrochimique différente. Dans le premier sous-système, l'électrode appelée anode est le siège d'une oxydation. Cette oxydation produit les électrons nécessaires à la réaction de réduction qui se produit à l'électrode du second sous-système appelé cathode. Les électrons transitent donc de l'anode vers la cathode par le circuit électrique extérieur. Cette circulation des électrons produit un courant électrique I proportionnel à la quantité d'électrons générés et consommés par les réactions électrochimiques. La continuité du courant électrique est assurée au sein de la solution par le déplacement des ions ou des électrolytes lorsque la pile est sans jonction. Les électrons étant générés à l'anode
Cette dernière constitue le pôle négatif de la pile, alors que le pôle positif est constitué par la cathode. Les anions des électrolytes se déplacent donc vers la cathode et les cations vers l'anode. Lorsque la pile comporte une jonction, ce sont les ions contenus dans le pont salin et dans les solutions d'électrolytes qui assurent la continuité du courant électrique. En plus de la migration des anions et des cations des solutions d'électrolytes, respectivement vers la cathode et vers l'anode, les ions contenus dans le pont salin migrent vers les solutions d'électrolytes pour compenser les excédents de charge générés par les réactions électrochimiques aux électrodes. Les réactions d'oxydation à l'anode génèrent un excédent de charge positive dans la solution d'électrolyte anodique, qui est alors compensé par la migration des anions du pont salin vers la solution anodique. A contrario, la réaction de réduction génère un excédent de charge négative dans la solution d'électrolyte cathodique, qui est compensé par une migration des cations du pont salin vers la solution cathodique. Au cours du fonctionnement de la pile, les potentiels de chacune des électrodes du système évoluent pour que l'équilibre électrochimique soit établi à chaque instant. La réaction à la cathode étant une réduction, on aura une augmentation de la concentration du réducteur et donc une diminution de la concentration de l'oxydant impliqué dans la réaction électrochimique à la cathode. Le potentiel d'électrode de la cathode va donc diminuer. A contrario, la réaction à l'anode étant une oxydation, la concentration de l'espèce oxydante impliquée dans l'équilibre électrochimique anodique va augmenter alors que celle de l'espèce réductrice va diminuer. On aura donc une augmentation du potentiel de l'anode. Cette évolution des potentiels anodiques et cathodiques va perdurer jusqu'à ce que les deux potentiels anodiques et cathodiques deviennent égaux. À ce stade, il ne se produit plus de réaction et l'on a atteint l'équilibre chimique et électrochimique. La pile est alors déchargée. On constate donc que le courant électrique produit lors du fonctionnement de ces systèmes électrochimiques est la conséquence de l'évolution des réactions électrochimiques se produisant au niveau des deux électrodes du système. Nous venons de voir que le potentiel de ces deux électrodes évolue au cours de l'évolution de chaque réaction électrochimique et donc de l'avancement de la réaction chimique globale se produisant dans le système. On peut donc raisonnablement supposer qu'il doit y avoir une relation entre la différence de potentiel délivrée par la pile et les grandeurs thermodynamiques de la réaction globale se produisant dans ce système. Mais quelle est donc cette relation et plus précisément quelle est la relation entre la force électromotrice d'une pile et l'enthalpie libre de réaction chimique globale qui s'y produit? C'est ce que nous allons voir maintenant après avoir défini la notion de force électromotrice d'une pile. La force électromotrice standard d'une pile est définie comme la différence de potentiel maximale mesurable aux bornes d'une pile lorsque l'on est dans les conditions standards. Cette valeur correspond à la différence de potentiel existant entre la borne positive de la pile et la borne négative de la pile lorsque celle-ci ne débite aucun courant. On appelle aussi cette différence de potentiel à vide de la pile. Notez que cette définition impose une pression égale à 1 bar pour l'ensemble des gaz intervenant dans le système et une concentration de 1 mol par litre pour toutes les espèces chimiques intervenant dans le système. On rappellera également ici que les conditions standards n'imposent aucune contrainte sur la valeur de la température. Néanmoins, la force électromotrice standard d'une pile est généralement définie par convention à la température de 298 Kelvin, soit 25 degrés Celsius, pour permettre les comparaisons entre les différentes piles. Lorsque la pile ne débite aucun courant, les réactions électrochimiques aux bornes du générateur sont alors à l'équilibre et le potentiel de chaque électrode est celui donné par la relation de Nernst associée à chaque sous-système électrochimique qui est impliqué, ceci pris dans les conditions standards, soit E électrode égale E0 du couple redox, impliqué
dans le sous-système électrochimique, où E0 redox représente alors le potentiel standard du couple redox impliqué dans l'équilibre électrochimique ayant lieu sur l'électrode. Dans une pile, l'électrode ayant le potentiel le plus élevé est la cathode, tout simplement parce que les électrons y sont consommés par la réaction de réduction. Et donc l'électrode ayant le potentiel le moins élevé est l'anode, puisque les électrons y sont générés par la réaction d'oxydation. Si les réactions électrochimiques qui se produisent aux deux électrodes sont celles indiquées en bas de la diapositive, la différence de potentiel maximal à vide sera alors donnée par FEM0 égale E0 égale E0 redox du couple intervenant à la cathode moins E0 redox du couple intervenant à l'anode. Dans les conditions non standards, le potentiel d'équilibre de chaque électrode dépend de la concentration de chacun des constituants impliqués dans chacune des réactions électrochimiques se produisant au niveau des électrodes. Et l'on aura pour chaque électrode sur laquelle a lieu un équilibre électrochimique du type alpha-ox plus MH plus N électrons donne bêta-red plus QH2O, une expression du potentiel d'électrode, E électrode égale E0 oct-red plus RT sur NF log de concentration en oxydant 0 à la puissance alpha, concentration en H plus 0 à la puissance M sur concentration en réducteur 0 à la puissance bêta, où l'indice 0 précise que les concentrations sont les concentrations initiales des espèces dans le milieu lorsque la pile n'a pas encore débité de courant. Si les réactions électrochimiques sur les deux électrodes de la pile sont celles représentées en bas à gauche de l'écran, la force électromotrice de la pile sera alors définie par la formule donnée par la relation 1. La réaction chimique globale associée à la pile est dans ces conditions celle donnée en bas à gauche de l'écran. Le terme contenu dans le logarithme de la relation 1 correspond très exactement à l'inverse du quotient réactionnel initial de la réaction chimique globale, Q0. On en déduit donc l'expression finale de la force électromotrice d'une pile, FEM égale E0 moins RT sur N1, N2, F log népérien de Q0, ou encore E0 moins 2,3 RT sur N1, N2, F log décimal du quotient réactionnel initial de la réaction chimique globale impliquée dans la pile. Maintenant que les forces électromotrices standards et non standards d'une pile ont été définies, essayons d'établir la relation entre la force électromotrice standard d'une pile et l'enthalpie libre standard de la réaction chimique qui lui est associée d'une part, et le lien entre la différence de potentiel mesurable entre les bornes de la pile lorsque celle-ci débite à un instant t correspondant à un avancement xi de la réaction chimique et l'enthalpie libre de réaction de cette réaction au même avancement. Ces relations peuvent être établies assez facilement à partir de la relation reliant la différence de potentiel mesurable entre les bornes de la pile E de xi, d'une part, et la relation reliant l'enthalpie libre standard de la réaction chimique et le quotient réactionnel de cette réaction chimique. En effet, la différence de potentiel mesurable à un instant t donné correspondant à un avancement xi donné de la réaction est fonction des concentrations des espèces électrochimiquement actives au niveau des électrodes à l'instant t. L'expression de cette différence de potentiel est donc donnée par la formule écrite tout en haut de l'écran. Le terme contenu dans le logarithme étant très exactement l'inverse du quotient réactionnel de la réaction chimique qui intervient dans le système, elle s'exprime encore E de xi égale E0 moins RT sur N1, N2, F log de Q de xi. On sait également que l'enthalpie libre de la réaction
de la réaction chimique globale intervenant dans le système est relié à ce même coefficient réactionnel par delta Rg de xi égale delta Rg0 plus Rt log de Q de xi. Nous avons vu que lorsque l'équilibre chimique est atteint, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de réaction chimique, les potentiels de l'anode et de la cathode devenaient égaux. De ce fait, la différence de potentiel mesurée dans ces conditions devient alors nulle. Dans le même temps, les conditions pour que la réaction chimique soit à l'équilibre et que son enthalpie libre de réaction soit nulle, soit delta Rg de xi égale 0. Ces deux conditions impliquent donc que le lien entre l'enthalpie libre standard de la réaction et la force électromotrice standard de la pile, soit delta Rg 0, est égal à moins N1 N2 F E0, force électromotrice standard de la pile. En remplaçant dans l'expression de E de xi la valeur de E0 par son expression en fonction de delta Rg 0, on aboutit alors au lien existant entre la différence de potentiel mesurée à un instant t donné correspondant à un avancement xi donné de la réaction et l'enthalpie libre de la réaction chimique qui se produit dans le système à ce même avancement, sous la forme de delta Rg de xi égale moins N1 N2 F E de xi. Notons pour terminer sur les forces électromotrices des piles que la force électromotrice d'une pile étant le potentiel aux bornes de la pile lorsque celle-ci ne débite pas, elle se mesure en branchant aux bornes de la pile un voltmètre d'impédance élevé, de sorte que le courant qui circule dans le voltmètre soit quasiment nul. Notons enfin, pour terminer sur les liens entre force électromotrice et grandeur thermodynamique de la réaction associée au fonctionnement du système, que les enthalpies et enthalpies standards de réaction ainsi que les entropies et entropies standards de réaction de la réaction chimique associée à la pile peuvent être déduites de la variation de la force électromotrice standard de la pile et de la différence de potentiel aux bornes de la pile à l'avancement xi avec la température. En effet, les expressions de delta Rs de xi et de delta RH de xi étant données par les relations 2 et 3 respectivement, le tracé de la variation de la force électromotrice dans des conditions standards ou non standards en fonction de la température ou du rapport entre la force électromotrice et la température en fonction de l'inverse de la température permettront d'accéder aux enthalpies et entropies de réaction de la réaction impliquée dans le fonctionnement du système. Notez que si les enthalpies libres de réaction, les enthalpies de réaction et les entropies de réaction ne varient pas avec la température, les représentations de Fm en fonction de T et de Fm sur T en fonction de 1 sur T sont des droites. Alors que lorsque ces deux grandeurs varient avec la température, les deux représentations sont des courbes. Et à une température donnée, l'entropie de réaction et l'enthalpie de réaction se déduisent de ces courbes en mesurant les pentes des tangentes à ces courbes à une température donnée. Nous allons maintenant nous intéresser à l'aspect technologique des piles et après avoir donné les différentes grandeurs caractéristiques d'une pile, nous verrons les différentes technologies associées à ces systèmes électrochimiques. Les piles étant des systèmes électrochimiques destinés à délivrer une énergie électrique, les caractéristiques les plus importantes de ces systèmes sont avec sa force électromotrice qui vient d'être largement discutée, sa courbe de décharge, sa capacité, son énergie massique et son énergie volumique. La courbe de décharge d'une pile représente l'évolution de la tension à ses bornes au cours de la décharge. Cette évolution est représentée soit en fonction du temps, soit en fonction de la quantité de charge déchargée dans des conditions fixées, généralement à courant constant sur une résistance à une température donnée. L'allure de cette courbe dépend en général du régime de décharge.
Un exemple de l'allure de la courbe de décharge d'une pile est donné dans l'encadré en haut à droite de votre écran. On y voit une diminution progressive puis brutale de la tension aux bornes de la pile. Le temps au bout duquel la chute brutale de la différence de potentiel apparaît définit alors le temps de coupure qui est en quelque sorte une indication de la durée de vie du système. Afin de pouvoir fournir une quantité de courant électrique pendant une durée compatible avec l'application pour laquelle elle est destinée, une pile doit également comporter une quantité de matière active suffisante dans ses électrodes et ses électrolytes. La capacité d'une pile définit cette quantité de charge. Elle représente la charge délivrable par le système sur une durée d'1 heure et pour 1 kg de matière active. Elle s'exprime en ampères-heure par kilogramme. Elle dépend donc de la quantité de matière active contenue dans la pile et de la nature de cette dernière. Elle se calcule à partir des capacités de chacun des sous-systèmes électrochimiques impliqués, par 1 sur C égale 1 sur C anode plus 1 sur C cathode, où C anode représente et C cathode représentent respectivement les capacités de l'anode et de la cathode. Les capacités massiques de chaque sous-système s'obtient en considérant la masse molaire de la matière active, le nombre d'électrons échangés à l'électrode pour une mole de matière active, et s'obtient par C électrodes égale NF sur 3600 fois 1000 sur MA, où MA représente la masse molaire de la matière active, pour tenir compte de la définition de l'ampère-heure. Notons qu'il est également possible de définir une capacité volumique en multipliant la capacité massique de l'électrode par la masse volumique de la matière active. La capacité volumique d'une pile s'obtient alors de la même façon que sa capacité massique, mais en considérant non plus les capacités massiques des électrodes, mais leur capacité volumique. D'un point de vue pratique, la capacité d'une pile est déterminée en effectuant une décharge de la pile sur une résistance constante de grandeur R. L'évolution de la tension est relevée pendant la décharge en fonction du temps et la capacité est déterminée lorsque cette tension descend à une valeur dite tension de coupure, définissant ainsi un temps de coupure. Cette tension est généralement de l'ordre de 0,9 volts pour les applications de type lampe de poche, mais peut descendre beaucoup plus bas dans le cas des applications de type radio qui demandent moins de puissance. La capacité massique est alors déterminée par C égale UAC correspondant à la tension de coupure, que multiplie TC correspondant au temps de coupure, sur R, la résistance dans laquelle on a fait débiter la pile, fois M, la masse de matière active dans la pile, le tout étant multiplié par 1000 pour ramener à 1 kg de matière active. Enfin, les deux dernières grandeurs caractéristiques d'une pile sont son énergie volumique et son énergie massique. En effet, les piles étant des générateurs électriques destinés à être utilisés dans des équipements le plus souvent portables et devant être en mesure de délivrer une énergie suffisante tout en conservant des dimensions modestes et des masses modestes, ce que l'on calcule généralement pour une pile, c'est son énergie volumique en watts-heure par décimètre cube ou son énergie massique en watts-heure par kilogramme. Sur un plan théorique, l'énergie volumique et massique d'une pile se calcule en multipliant la tension initiale théorique de la pile par sa capacité massique ou par sa capacité volumique. Sur un plan pratique, l'énergie volumique et massique d'une pile se détermine en multipliant la tension moyenne au cours de la décharge, qui dépend des conditions dans laquelle cette dernière est réalisée, par la capacité volumique ou la capacité massique récupérée en fin de décharge de la pile dans des conditions fixées. Nous allons maintenant nous intéresser aux différentes technologies développées pour construire des piles. Dans le commerce, il est possible de trouver toutes sortes de piles, qu'il s'agisse de piles bâtons, de piles plates, de piles boutons, de 1,5, 3, 4,5 ou 9 volts,
dont l'usage dépend généralement de la nature de l'appareillage à alimenter. Notons ici que toutes les piles dont le potentiel est supérieur à 3 volts sont en fait des batteries non rechargeables obtenues à partir de piles de tension plus faible, généralement de 1,5 volt. Cette multitude de piles et de batteries est issue de différentes catégories de piles qui diffèrent non seulement par leurs caractéristiques, mais également par la technologie utilisée pour produire le travail électrique. Nous allons voir maintenant quelles sont ces différentes technologies et comment elles sont mises en œuvre pour produire ces différentes piles. La première catégorie de piles que nous allons étudier sont les piles sèches. Cette catégorie de piles est certainement l'une des plus anciennes. Elle tire son nom de son inventeur Georges Leclanché, qui l'a mise au point en 1866. Elle a ensuite été améliorée par son frère et son fils pour donner les piles sèches que l'on connaît actuellement. Le nom de pile sèche vient du fait que l'électrolyte n'est pas un liquide, mais un gel contenant 2 sels, d'où le nom de pile saline. Elles ont représenté pendant très longtemps la plus grande partie des fabrications industrielles de piles à travers le monde. Elles représentent encore, à l'heure actuelle, une grande part du marché des piles en raison de son faible coût de production. La matière active de la cathode est l'oxyde de manganèse. Ce dernier peut être d'origine naturelle ou synthétique. Dans le premier cas, il s'agit de minerais naturels ayant subi des traitements chimiques ou physico-chimiques visant à éliminer les impuretés dont le rôle peut être néfaste pour le fonctionnement de la pile. La cathode est constituée de cette matière active mélangée avec d'autres constituants, principalement de la matière carbonée et des liants. L'addition de constituants carbonés a pour rôle d'assurer une bonne conductivité électrique de la cathode ainsi constituée. Les proportions de carbone dans la masse cathodique peuvent varier entre 10 et 50%. L'anode est constituée de zinc métallique préalablement traité pour y incorporer des additifs permettant de limiter les dégagements gazeux de dihydrogène sur l'électrode, provenant de la réduction de l'eau contenue dans la solution d'électrolyte spontanée sur une électrode de zinc impur. Les additifs utilisés pour limiter ce phénomène ont longtemps été le mercure, le plomb, le cadmium, mais ces métaux lourds et toxiques ont maintenant disparu complètement de ces piles, ont été remplacés par des additifs moins polluants. En ce qui concerne l'électrolyte contenu dans ces piles, c'est en général une solution de chlorure d'ammonium concentré et ou de chlorure de zinc. L'utilisation de chlorure de zinc pur permet en général d'obtenir de meilleures caractéristiques de décharge de la pile en régime continu. La composition des électrolytes utilisés varie entre 40 et 60% en masse d'eau pour 60 à 40% de sel, CnH4Cl ou ZnCl2. La nature des réactions globales se déroulant dans la pile peut varier selon la nature de l'électrolyte et des conditions de décharge de la pile. De nombreuses études réalisées sur ce sujet ont montré que la nature et la composition des produits formés à l'anode varient en fonction des conditions d'utilisation. Ainsi, lorsque l'électrolyte utilisé est le chlorure d'ammonium, les réactions impliquées dans la décharge de la pile seraient celles figurant dans l'encadré 1, à savoir en décharge lente à l'anode l'oxydation du zinc en chlorure de zinc et à la cathode réduction de l'oxyde de manganèse en NOOH. L'utilisation de chlorure de zinc comme électrolyte conduirait quant à lui aux réactions figurant dans l'encadré 2. Le tableau en bas de l'écran regroupe les caractéristiques théoriques et pratiques de cette catégorie de piles. Les piles salines ont la particularité d'avoir un rendement très dépendant du régime de décharge. Ainsi, en régime de décharge très faible, la capacité restituée est bien plus élevée qu'en régime de décharge élevé. Le rapport des capacités restituées en régime faible et fort peut alors atteindre un facteur 10.
Ces piles sont bien adaptées pour des applications ne nécessitant que peu de puissance ou un fonctionnement intermittent, comme dans le cas des lampes de poche, des radios à transistors, des télécommandes et certains jouets ou calculatrices. Les formats fabriqués en très grande quantité sont les formats cylindriques à la norme A, B, C et D, équivalent au format R6, R14 et R20 de la norme CEI. Examinons maintenant le cas des piles alcalines. Ces piles tirent leur nom de la nature de l'électrolyte qu'elles contiennent. Pour la plupart de ces piles, l'électrolyte est en effet une solution alcaline de potasse très concentrée. La chimie de base de ces piles est très proche de celle des piles salines. Elles ont été développées dans les années 50 afin de tenter d'améliorer les performances de ces dernières. Elles ont fait leur apparition sur le marché une dizaine d'années plus tard. Comme dans la pile saline, l'anode est constituée de zinc de très haute pureté, 99,9% en masse, préparé par voie électrochimique. Dans certains cas, le zinc peut être amalgamé ou en poudre gélifiée, dans le cas de la pile d'argent ou dans la pile au mercure. Des dispositifs sont également présents pour abaisser le potentiel de réduction de l'eau sur cette électrode afin de réduire sa corrosion. Plusieurs types de cathodes sont utilisés suivant la nature de la pile que l'on souhaite obtenir. Il existe en fait 3 matériaux différents utilisés pour réaliser la cathode de ce type de pile. Ces 3 matériaux sont l'oxyde de manganèse, comme dans le cas de la pile saline, l'oxyde d'argent dans le cas de la pile à oxyde d'argent et l'oxyde de mercure dans le cas des piles alcalines au mercure. Lorsque l'oxyde de manganèse est utilisé, comme dans le cas des piles salines, ce dernier est mélangé à des additifs à base de carbone pour assurer la bonne conductivité électrique. La composition de la masse anodique est alors typiquement la suivante: 70% d'oxyde de manganèse, une dizaine de pourcents de graphite, 1 à 2% de noir d'acétylène et entre 18 et 19% de liant et d'électrolyte. Lorsque l'oxyde d'argent est utilisé, ce dernier est également additionné de carbone graphite, mais en teneur beaucoup plus faible. En effet, lorsque la pile débite de l'argent est formée et assure la bonne conductivité de l'ensemble. Avec l'oxyde de mercure, très peu conducteur, il est également nécessaire d'augmenter la conductivité de l'électrode par ajout de carbone, à des teneurs généralement inférieures à 10%. Les deux solides sont généralement compactés pour former l'électrode. La solution d'électrolyte contenue dans ces piles est en général une solution de potasse, dont la teneur est comprise entre 30 et 50% en masse. Elle peut néanmoins, dans certaines piles, être remplacée par une solution de soude dans des teneurs comprises entre 30 et 45% en masse. La solution d'électrolyte contient également une teneur inférieure à 10% d'oxyde de zinc pour éviter la formation de H2 à la cathode. Ces piles contiennent également des séparateurs destinés à isoler l'anode et la cathode. Ces séparateurs sont généralement choisis dans des matériaux polymères du type cellulosique, polyvinylique ou polyéthylénique. Les réactions électrochimiques se produisant à l'anode et à la cathode sont représentées dans l'encadré en bas à gauche de votre écran. Quelle que soit la nature de la pile, on observe à l'anode l'oxydation du zinc en tétrahydroxyde de zinc. La réaction électrochimique se produisant à la cathode dépend bien entendu de la nature de cette dernière. Le tableau en bas à droite de l'écran regroupe les caractéristiques théoriques et pratiques de cette catégorie de piles. Les piles alcalines à oxyde de manganèse ont une énergie massique théorique comparable à celle des piles salines, mais leur rendement peut se révéler supérieur à celui de ces dernières, notamment en régime de décharge élevé et dans des conditions d'utilisation plus sévères. Les piles alcalines à oxyde d'argent et à oxyde de mercure ont des énergies volumiques légèrement supérieures à celles des piles alcalines à oxyde de manganèse. L'une des particularités de ces piles est leur autodécharge qui est relativement faible.
La perte de capacité est de l'ordre de 1% par mois sur 24 mois. Elles sont généralement, elles sont également, elles ont également la particularité d'être très stables en tension en circuit ouvert, aussi bien en fonction de la durée de stockage qu'en fonction de la température. Les piles alcalines à oxyde de manganèse sont particulièrement adaptées pour les applications nécessitant une certaine puissance, comme les appareils mettant en œuvre des petits moteurs électriques, rasoirs, magnétoscopes, portables, appareils photo, tourne-broches électriques. Les formats fabriqués en très grande quantité sont les mêmes que celles des piles salines. On trouve également des piles boutons de ce type. Les piles alcalines à oxyde d'argent ou à oxyde de mercure sont typiquement utilisées dans les cas nécessitant des énergies volumiques élevées. Elles sont également particulièrement adaptées lorsque l'application nécessite un régime de décharge élevé. Ce sont des systèmes de choix pour la fabrication des piles boutons ayant une bonne performance. Les applications actuelles sont encore multiples, cellules d'appareils photo, calculatrices, montres. Elles sont aussi utilisées dans les applications militaires, propulsion de torpilles électriques, systèmes de secours de surveillance. Bien que relativement performantes, les piles au mercure tendent à disparaître au profit des électrodes à oxyde d'argent, des piles à oxyde d'argent, bien moins polluantes et bien moins toxiques. Nous allons maintenant examiner le cas de la pile zinc-air qui met en œuvre à la cathode la réaction du dioxygène gazeux contenu dans l'air. Cette pile est connue depuis plus de 150 ans, mais son développement réel n'a eu lieu que dans les années 1930, où l'élaboration de structures poreuses de carbone a permis de réaliser des électrodes permettant une réduction efficace de l'oxygène à ces surfaces. Elles ont ensuite fait l'objet de nombreuses études dans les années 60-70, au moment du développement de nouveaux polymères hydrophobes fluorocarboniques. En effet, pour pouvoir fonctionner correctement, il ne faut pas que l'électrolyte ne noie le polymère conducteur, car dans ce cas, le dioxygène a beaucoup de mal à atteindre l'électrode. L'utilisation de polymères hydrophobes permet de surmonter cette difficulté. Il se forme alors à la surface du polymère un film très fin de la solution d'électrolyte qui permet à la fois le contact de dioxygène et de la solution d'électrolyte avec la cathode, condition nécessaire au bon fonctionnement de cette pile. L'anode est constituée, comme dans le cas des piles alcalines et salines, de zinc, soit sous forme métallique, soit en poudre gélifiée par des agents comme la carboxyméthylcellulose. En ce qui concerne la cathode, la masse cathodique est constituée d'une couche poreuse en carbone contenant éventuellement un catalyseur de réduction du dioxygène, comportant également un polymère hydrophobe afin de constituer une interface dite de triple contact entre la structure poreuse, la solution d'électrolyte et le dioxygène gazeux. La stabilité du film micrométrique d'électrolyte se formant à la surface de l'électrode est alors un point clé du fonctionnement du système. La figure située sur la droite de votre écran donne une représentation schématique de cette cathode. Comme dans le cas des piles alcalines, l'électrolyte est une solution de potasse concentrée qui est parfois remplacée par une solution de soude. Certaines piles zinc-air utilisent également des électrolytes salins du même type que ceux utilisés dans les piles sèches. Les réactions électrochimiques se produisant à chaque électrode et la réaction chimique globale associée au fonctionnement de ces piles sont données dans l'encadré à gauche de votre écran. Il s'agit à l'anode de l'oxydation du zinc en milieu basique, comme dans le cas des piles alcalines, et à la cathode de la réduction du dioxygène en eau en milieu basique. Le tableau à droite de l'écran vous donne une idée des caractéristiques théoriques et pratiques de cette catégorie de piles. On pourra constater notamment que ces piles ont une énergie volumique bien plus élevée que les piles salines et alcalines.
En effet, l'air ambiant étant utilisé comme oxydant dans la pile, le fait qu'il ne soit pas contenu dans la pile permet de diminuer considérablement le volume de cette dernière et contribue de ce fait à l'augmentation de l'énergie volumique. Plus d'énergie pour un même volume. Ce type de pile est principalement utilisé pour des applications nécessitant une alimentation sur de longues durées en régime faible. Dans ces conditions, elles permettent des coûts d'usage les plus bas du marché. Elles sont principalement utilisées dans des applications industrielles, comme la signalisation des chemins de fer ou les clôtures électriques pour le bétail. Elles sont peu utilisées au niveau des applications militaires, car ces dernières demandent en général une puissance bien trop élevée pour ce type de pile. Ces piles ont principalement été fabriquées au format bouton ou au format prismatique, dans le cas des applications industrielles. Des essais de production de format bâton ont été tentés, mais sans succès. Revenons un instant sur les caractéristiques des trois catégories de piles que nous venons d'étudier. Nous avons pu voir d'une façon assez générale que la tension à vide délivrée par ces piles était comprise entre 1,4 et 1,8 volts, que leur capacité massique est comprise entre 150 et 650 ampères-heure et que leur énergie massique varie de 70 à 350 watts-heure par kilo. La demande croissante de piles plus performantes pour alimenter des appareils de plus en plus gourmands en énergie, nécessitant d'augmenter les capacités et l'énergie des piles qui les alimentent, a conduit à la recherche de systèmes bien plus performants. L'obtention d'énergie massique et volumique importante et de tension plus élevée réside dans le choix des matériaux actifs aux électrons. En effet, plus la masse molaire du matériau sera faible et plus on peut espérer obtenir une capacité massique élevée, d'une part, et d'autre part, plus le potentiel de l'anode sera faible et celui de la cathode élevé, plus on peut espérer obtenir des tensions à vide élevées et donc des énergies massiques et volumiques élevées. Le choix idéal serait donc de prendre comme anode le lithium, qui est l'élément qui possède le plus bas potentiel redox associé à la capacité massique d'anode la plus forte, et le fluor, qui possède le plus haut potentiel redox associé à la capacité massique de cathode la plus élevée. S'il était possible de faire fonctionner une telle pile, ses caractéristiques seraient, théoriquement, une tension de 5,91 volts, une énergie massique théorique de 6106 watts-heure par kilo et une énergie massique pratique espérée entre 1500 et 2000 watts-heure par kilo. Malheureusement, si la manipulation du lithium peut être envisagée moyennant un certain nombre de précautions, l'utilisation et la manipulation du fluor est difficile et dangereuse et nécessiterait une technologie très sophistiquée d'une part, et d'autre part, les ions fluorures sont généralement bloquants sur le plan électrochimique, car ils forment le plus souvent une couche très isolante vis-à-vis de la conduction ionique et électrique. Les recherches se sont donc orientées vers l'utilisation d'autres matériaux cathodiques que le fluor, et de nombreuses piles associant divers matériaux cathodiques au lithium comme matériaux anodiques ont vu le jour. Il s'agit des piles au lithium. Le tableau situé à droite de votre écran regroupe l'ensemble des matériaux cathodiques associés au lithium étudiés à ce jour, ainsi que les principales caractéristiques des systèmes obtenus. Certaines associations sont encore largement utilisées de nos jours et d'autres n'ont fait l'objet que de travaux de base sans jamais avoir vu le jour d'un point de vue commercial. Le lithium ayant un potentiel d'électrode très négatif, il va constituer la cathode de ces piles. Comme il est très réactif, cela lui confère une réactivité très élevée. Il réagit notamment, comme tous les métaux alcalins, violemment avec l'eau, ce qui exclut toute solution aqueuse comme électrolyte. Dans ces piles, les solutions d'électrolyte sont donc réalisées dans des solvants organiques. Les solvants les plus utilisés sont SO2, dans le cas des piles LiSO2,
SOCl2 et SO2Cl2, dans le cas des piles LiSOCl2 et LiSO2Cl2, le THF, la bêta-butyrolactone, le diméthoxyéthane, DME, le carbonate de propylène, CP, le dioxalane. D'autre part, il a fallu trouver des sels électrolytes qui soient à la fois solubles dans ces solvants et inertes chimiquement vis-à-vis du lithium. Les sels les plus utilisés sont les sels de lithium comme LiBr, LiCl, LiPF6, LiClO4 et de façon un peu plus originale, LiASF6 et LiBF4. La classification des piles au lithium peut se faire suivant la nature des matériaux cathodiques en distinguant par exemple les piles à cathode liquide comme les piles LiSO2 et les piles à cathode solide comme LiMNO2. Il existe également des piles au lithium à électrolyte solide comme les piles Li2 et les piles LiPBi2. Dans les piles à cathode liquide, le fonctionnement tient dans la particularité du lithium à se recouvrir d'une couche de passivation par réaction directe avec la cathode liquide lors du remplissage de la pile avec l'électrolyte contenant le matériau de la cathode. Sans la formation de cette couche de passivation, la mise en contact direct de l'anode et du matériau cathodique conduirait à une autodécharge de la pile. C'est donc la formation de cette couche de passivation qui permet le maintien de la charge de la pile et sa décharge n'a lieu que lorsque l'on la met en fonctionnement. Cette couche conserve en effet sa conductivité ionique, mais ne permet pas la circulation d'électrons entre l'anode et la cathode qui conduirait à l'autodécharge. La cathode liquide sert alors de solvant pour l'électrolyte. Dans les piles à cathode solide, le fonctionnement est plus classique dans le sens où la pile est constituée de deux électrodes solides baignant dans une solution organique de l'électrolyte. Ces piles dont l'objectif est de concentrer le maximum d'énergie dans des volumes ou dans des masses faibles conduit inévitablement à prendre en considération l'aspect sécuritaire. En effet, la concentration d'énergie importante dans de petits volumes peut conduire à des effets dangereux pour l'utilisateur. Par exemple, l'éclatement, la projection de produits chimiques éventuellement chauds et agressifs, voire dans les cas extrêmes à des explosions. Vous trouverez dans le document PDF associé au chapitre 6 de ce cours une étude plus détaillée de deux exemples de ce type de piles, à savoir les piles LiSOCl2 et LiSO2Cl2. L'élaboration de ces deux piles au lithium font appel à deux technologies différentes représentées en haut à gauche de votre écran. Dans la première technologie, dite en bobine, qui correspond au schéma de gauche, le système est constitué de deux électrodes concentriques, l'une en lithium, généralement placée au centre, et la seconde constituée d'une masse carbonée poreuse imprégnée d'une solution d'électrolyte, constitue la cathode de la pile. Cette technologie est utilisée pour obtenir de fortes énergies massiques. Dans la seconde technologie dite en spirale, qui correspond au schéma de droite, l'anode et la cathode sont constituées de fines feuilles respectivement en lithium et en masse carbonée poreuse imprégnée de solution d'électrolyte. Les deux feuilles séparées par un séparateur sont enroulées sur elles-mêmes en spirale. Cette technologie est utilisée pour obtenir des puissances continues plus importantes. Dans cette configuration, les électrodes développent en effet une surface spécifique bien plus importante et les charges sont alors bien mieux drainées au sein de la matière active. Les particularités de ces piles au lithium résident donc dans leur tension à vide et dans leur capacité qui sont toutes les deux relativement élevées. Une autre particularité de ces piles et leur bonne tenue dans le temps avec des autodécharges qui ne dépassent en général pas 10% de la capacité initiale en 10 ans. Il faut également noter la très bonne tenue en température des piles LiSOCl2 et LiSO2Cl2, puisque ces piles peuvent fonctionner entre moins 40 et plus 70 degrés,
alors que la plupart des piles alcalines et salines deviennent inopérantes dès moins 10 degrés. Nous allons maintenant nous intéresser à une nouvelle catégorie de piles que sont les piles à combustible. Les piles à combustible sont des systèmes électrochimiques dont les réactifs actifs aux deux électrodes, qui sont généralement constitués par un métal du type platine, cobalt, nickel, argent ou chrome, sont un comburant et un combustible. Le comburant le plus répandu est le dioxygène. Le combustible peut quant à lui être soit liquide, soit gazeux, comme dans le cas de la pile à hydrogène qui fait actuellement l'objet d'études poussées en raison de son caractère écologique. Les autres combustibles étudiés sont le méthane, le méthanol, le monoxyde de carbone et l'hydraline. La figure de gauche donne le schéma de principe de ce type de pile. Dans ces piles, le comburant est réduit à la cathode et le combustible oxydé à l'anode. Les compartiments anodiques et cathodiques sont constamment alimentés en réactifs et en réactifs, et les produits sont également éliminés du système en continu. Les réactions électrochimiques aux électrodes étant particulièrement lentes, on additionne généralement à l'anode et à la cathode des catalyseurs, le plus souvent du platine. Plusieurs technologies existent pour mettre en œuvre ce type de pile. Elles diffèrent essentiellement dans la nature de l'électrolyte qui sépare les deux électrodes et dans la nature du combustible utilisé. Ces différentes technologies sont connues sous les noms suivants: AFC pour Alkaline Fuel Cell, PEMFC pour Polymer Exchange Membrane Fuel Cell, PAFC pour Phosphoric Acid Fuel Cell, SOFC pour Solid Oxide Fuel Cell, MCFC pour Molten Carbonate Fuel Cell, DMFC pour Direct Methanol Fuel Cell et HPEMFC pour Hydrazine Polymer Exchange Membrane Fuel Cell. Dans la technologie AFC, l'électrolyte utilisé est une solution alcaline, le plus souvent de potasse concentré. Le combustible est en général le dihydrogène et le comburant le dioxygène. L'anode et la cathode sont constituées de platine dispersée dans du carbone graphite. Le platine dispersé joue alors le rôle de catalyseur des réactions électrochimiques sur les deux électrodes. La réduction se produisant à la cathode est celle du dioxygène. Elle libère 4 mol d'ion hydroxyle par mol de dihydrogène qui sont ensuite consommés à l'anode par la réaction d'oxydation de 2 mol de dihydrogène. La réaction bilan du fonctionnement de cette pile est donc celle de la formation de l'eau. L'enthalpie libre de cette réaction étant de moins 273 kJ mol-1, elle développe alors une force électromotrice théorique de 1,23 volts. La capacité massique de ces piles est en général assez élevée, de l'ordre de 3000 ampères heure par kilogramme, et l'énergie massique de ces piles est alors de l'ordre de 3,6 kWh par kilogramme. La technologie PEMFC et PAFC utilise comme électrolyte une solution d'acide phosphorique ou une membrane échangeuse de protons. Le combustible utilisé est en général le dihydrogène et le comburant le dioxygène. Ici, l'oxydation de H2 libère 2 protons qui diffusent à travers l'anode poreuse en graphite contenant du platine dispersé pour rejoindre l'électrolyte. Elle produit également les électrons nécessaires à la réduction du dioxygène à la cathode. Lorsque le milieu séparant les deux électrodes est constitué d'une membrane échangeuse de protons, membrane généralement en polysulfonate de sodium, les 2 protons produits à l'anode diffusent à travers la membrane par échange entre les ions sodium des groupements sulfonates du matériau polymère pour atteindre la cathode où ils sont consommés par la réaction de réduction du dihydrogène. La réaction bilan de la pile est donc la même que dans la technologie AFC et l'on peut donc espérer avoir les mêmes capacités et énergie massique que pour la technologie AFC.
Les piles issues de la technologie SOFC sont quant à elles des piles qui fonctionnent à très haute température, environ 1000 degrés. Elles mettent en œuvre un électrolyte solide qui doit avoir les propriétés suivantes à la température de fonctionnement du système, à savoir une bonne conductivité ionique et une faible conductivité électrique, une bonne stabilité chimique vis-à-vis des matériaux d'électrode, une bonne compatibilité en termes de dilatation thermique, une bonne résistance mécanique et une étanchéité parfaite au gaz d'électrode. Les matériaux les mieux adaptés à ce type de contraintes sont les céramiques à base d'oxyde, qui sont essentiellement des solutions solides de type MO2, M'2O3. La conduction ionique est assurée dans ces matériaux par les ions O2-. Les matériaux les plus utilisés à l'heure actuelle pour ces piles sont les zircones, dont la formule chimique générale peut s'écrire ZrO2 1-X Y2O3X. Les contraintes imposées à la cathode, conductivité élevée à haute température, activité catalytique vis-à-vis de la réduction de O2, stabilité chimique en milieu oxydant, réduisent généralement le choix des matériaux pour constituer l'anode et la cathode. Les matériaux retenus pour réaliser ces électrodes sont des systèmes d'oxyde de structure perovskite AbO3, où A est une terre rare, telle que le lanthanide Gd ou Pr, et B, un métal de transition de type manganèse, nickel, cobalt ou fer. Les composés les plus couramment utilisés pour constituer la cathode sont les manganites de lantane, de formule LaXa1-X MnO3, où une partie des atomes de lantane sont substitués par A, qui peut être soit du strontium, soit du calcium, soit du zirconium. En ce qui concerne l'anode, le nickel se présente comme le matériau anodique le mieux adapté. L'anode se présente alors sous forme d'alliage nickel-zircone avec une proportion de nickel voisine de 40%. Ce type de pile utilise l'oxygène de l'air comme comburant et les mélanges de gaz de réformation du méthane, du méthanol ou du charbon gazifié comme combustible. Ces derniers sont en général des mélanges de teneur variable en dihydrogène et en monoxyde de carbone. Dans le cas où le combustible est le dihydrogène, on retrouve l'équation bilan de la pile des piles à combustible précédentes. Lorsque un autre combustible est utilisé, la réaction bilan de la pile est alors 2CO gazeux plus O2 donne 2CO2. Dans le cas de la technologie MCFC, l'électrolyte situé entre les deux électrodes est constitué d'un sel de carbonate fondu. Certains sels de carbonate présentent la particularité d'avoir des températures de fusion peu élevées en comparaison de nombreux sels utilisés comme électrolytes. En effet, les carbonates forment, à partir d'éléments abondants dans la nature et non toxiques, des mélanges eutectiques à point de fusion relativement bas et de conductivité relativement élevée. Ils constituent alors des électrolytes de choix pour la réalisation de piles à combustible à haute température de fonctionnement, permettant d'éviter l'utilisation de catalyseurs coûteux comme le platine ou l'argent. Le fonctionnement de ces piles à haute température permet également l'utilisation d'autres combustibles que le dihydrogène, comme le méthane, les gaz naturels ou le méthanol. La réaction d'oxydation de deux molécules de dihydrogène à l'anode en présence d'ions carbonate produit dans ces conditions deux molécules de dioxyde de carbone, qui sont consommées par la réaction de réduction du dioxygène. On pourrait penser que la réaction bilan de la pile s'écrit alors 2H2 plus O2 donne 2H2O. Ceci n'est vrai que si la pression partielle en dioxyde de carbone est identique dans les deux compartiments. Si ces deux pressions sont différentes, il est alors plus logique d'écrire la réaction bilan 2H2 gaz plus O2 gaz plus CO2 à la cathode donne CO2 à l'anode plus 2H2O.
Lorsque un autre combustible que le dihydrogène est utilisé, celui-ci est transformé au préalable en mélange de dihydrogène et de monoxyde de carbone et la réaction bilan s'écrit H2 gaz plus O2 gaz plus CO gaz donne CO2 anode plus H2O. Enfin, pour terminer, la technologie DMFC utilise comme combustible le méthanol. Elle fonctionne à des températures de l'ordre de 70 degrés C. L'électrolyte initialement utilisé est l'acide sulfurique, mais ce dernier est remplacé dans les nouvelles conceptions par une membrane échangeuse de protons. L'anode et la cathode sont réalisées avec du carbone graphite dans lequel on introduit du platine dispersé pour assurer la catalyse des deux réactions aux électrons. La réaction globale de la pile est compte tenu de la réaction anodique et catonique. Méthanol plus 3,5 de O2 gazeux donne CO2 plus 2H2O. Elle correspond à la réaction de combustion du méthanol pour laquelle l'enthalpie libre standard de réaction vaut moins 702 kJ mol -1. La force électromotrice standard de cette pile sera donc de l'ordre de 1,21 volts. Terminons cette discussion sur les différentes catégories de piles par l'étude de piles particulières que sont les piles activables. De quoi s'agit-il? Les piles activables ou amorçables sont, comme leur nom l'indique, des piles dont on ne déclenche le fonctionnement que lorsque celui-ci est souhaité. Cependant, une fois amorcées, les piles fonctionnent en continu jusqu'à leur fin de vie. Plusieurs catégories de ce type de piles ont été utilisées pour la réalisation de piles activables. Nous n'entrerons pas ici dans le détail de la conception de ces piles, mais nous en expliquerons brièvement le fonctionnement. Dans le cas des piles à l'eau de mer ou des piles à air, le principe est de déclencher les réactions électrochimiques aux électrodes lors de l'introduction de l'électrolyte ou d'un réactif dans la pile. Dans le cas de la pile à l'eau de mer, en l'absence de l'électrolyte, l'eau de mer, la pile ne peut pas fonctionner. L'ouverture d'un opercule permettant à l'eau de mer de s'introduire dans la pile déclenche sa mise en fonctionnement. Ce type de pile est donc réservé à des applications marines, essentiellement militaires, telles que les bouées sonars, les torpilles, les mines marines ou les systèmes de secours. Lorsque la pile est une pile à air, comme les piles de type zinc-air que nous avons déjà étudiées, l'introduction du réactif réduit à la cathode, O2, est déclenchée par l'ouverture d'un opercule. Dans le cas des piles à sel fondu, l'activation est une activation thermique de l'électrolyte. La pile ne peut alors fonctionner que si l'électrolyte présent dans la pile, au départ sous forme solide, non conducteur, est porté à une température supérieure à sa température de fusion. À l'état liquide, il devient donc bon conducteur ionique. L'apport d'énergie thermique se fait à l'aide de papier thermique placé à l'intérieur de l'électrolyte. Ces piles sont conçues en général pour des applications nécessitant des temps de fonctionnement très courts, dans la mesure où le refroidissement de l'ensemble conduit à une solidification de l'électrolyte qui perd alors ses propriétés conductrices. Enfin, dans le cas des piles à réservoir d'électrolyte, l'électrolyte est contenu dans un réservoir séparé du cœur de la pile contenant les électrons. Lors de l'amorçage, le réservoir d'électrolyte se vide et l'électrolyte entre en contact avec les deux électrodes, ce qui permet la mise en fonctionnement de la pile. La vidange du réservoir d'électrolyte peut être déclenchée de façon thermique ou de façon mécanique, en appliquant par exemple un choc qui va briser le réservoir. Maintenant que notre tour d'horizon des différentes catégories de piles est terminé, nous allons nous intéresser aux accumulateurs et aux batteries. Comme pour les piles, après avoir présenté le principe de fonctionnement de ces systèmes électrochimiques et leurs caractéristiques, nous ferons un tour d'horizon des différentes technologies que l'on peut rencontrer. Commençons donc tout d'abord par présenter le principe de fonctionnement de ces systèmes électrochimiques. D'une manière générale, il n'existe pas de grande différence entre un accumulateur et une pile
dans le sens où ils sont constitués des mêmes éléments, à savoir de deux électrodes en contact avec un milieu électrolytique permettant le déroulement de réactions électrochimiques au niveau des électrodes. La seule différence fondamentale est que dans les accumulateurs, la réaction responsable de la production d'énergie électrique peut être inversée par l'apport d'énergie électrique par un dispositif externe afin de reconstituer le système une fois celui-ci déchargé. Un accumulateur fonctionnera donc en décharge exactement comme une pile et en recharge comme une cellule d'électrolyte. Nous avons vu que pour inverser les réactions électrochimiques aux électrodes, la condition est de fournir un travail électrique supérieur à l'enthalpie libre de réaction de la réaction chimique qui aura lieu au cours de la décharge de l'accumulateur. La tension de recharge de l'accumulateur sera donc au moins égale à la tension à vide de la pile fonctionnant dans cet accumulateur. Dans la pratique, la tension appliquée est en général légèrement supérieure à cette tension à vide pour assurer une densité de courant suffisante pour permettre une recharge de la pile contenue dans l'accumulateur dans des temps raisonnables. Cependant, une tension appliquée trop importante comporte le risque de générer des réactions parasites d'oxydation et de réduction, la plupart du temps du solvant de la solution d'électrolyte. Réactions d'oxydation et de réduction qui ont en général comme conséquence d'endommager l'accumulateur. Le temps de charge est également important dans la mesure où, une fois la matière active régénérée, les risques sont de produire aux électrodes des produits de la réduction et d'oxydation du solvant de la solution d'électrolyte. On est dans ce cas-là en surcharge. Dans le cas où la solution d'électrolyte est aqueuse, les espèces générées sont alors le dioxygène et le dihydrogène, qui, s'ils sont générés en trop grande quantité, peuvent conduire à la formation d'un mélange gazeux pouvant provoquer l'explosion de l'accumulateur. Les batteries sont quant à elles constituées d'un ensemble d'accumulateurs. Elles sont généralement constituées de modules associés en série et contenant des blocs d'accumulateurs également montés en série, dans lesquels les accumulateurs sont montés en parallèle. Vous avez par exemple représenté ici le cas d'une batterie lithium-ion d'un véhicule électrique, qui est constituée de 16 modules montés en série, contenant chacun 6 blocs montés en série et constitués chacun de 86 accumulateurs montés en parallèle. Elle contient donc pas moins de 11 008 accumulateurs. La force électromotrique de chaque accumulateur étant de 3,6 volts. L'association de ces derniers selon le schéma qui vient d'être décrit permettra à la batterie de délivrer une tension de 346 volts pour une capacité égale à 86 fois la capacité de chaque accumulateur, soit 296,7 ampères E. L'énergie fournie par cette batterie sera donc de 102,4 kWh. Nous venons donc de voir que dans leur constitution, un accumulateur et une pile ne sont pas différents et qu'ils ne diffèrent que par leur mode de fonctionnement. Alors que pour la pile, le système devient inopérant une fois l'énergie électrique qu'il contient déchargée, pour l'accumulateur, il sera possible de recharger le système une fois déchargé pour le rendre de nouveau opérationnel. En ce qui concerne leurs caractéristiques, en plus de la réversibilité du système, les principales caractéristiques recherchées pour un accumulateur sont en tout point les mêmes que celles recherchées pour une pile, à savoir une tension de fonctionnement stable et suffisante pour alimenter l'application à laquelle l'accumulateur est destiné, et une capacité massique et volumique ainsi qu'une énergie volumique et massique la plus élevée possible afin de limiter le poids et le volume de l'accumulateur et d'en augmenter la durée de fonctionnement. Vient s'ajouter à cela le nombre de cycles de charge et de décharge que peut subir l'accumulateur. En effet, lors de la charge d'un accumulateur, la capacité initiale de ce dernier n'est jamais récupérée en totalité pour diverses raisons liées à la conception et à la composition de l'accumulateur. Cette caractéristique est une caractéristique primordiale de l'accumulateur dans la mesure où elle définit la durée de vie de ce dernier.
Une autre caractéristique importante de l'accumulateur est sa profondeur de décharge. Elle représente le pourcentage de capacité déchargée entre chaque recharge. D'une façon générale, il est recommandé de ne pas dépasser une profondeur de décharge de plus de 80%, car cette grandeur a également une influence sur le temps de vie de l'accumulateur. Par exemple, un accumulateur nickel-fer pourra subir 3000 cycles de décharge si sa profondeur de décharge est de 80%, alors que si cette dernière n'est que de 50%, le nombre de cycles passera à 5000. Comme pour les piles, il existe une très grande variété d'accumulateurs dont la capacité, la forme et le volume diffèrent suivant la technologie mise en œuvre. Nous allons donc maintenant nous intéresser à ces différentes technologies et commençons par l'étude de l'accumulateur au plomb. Cet accumulateur est sans nul doute le plus connu du grand public puisqu'il est à l'origine de la fabrication des batteries au plomb, encore utilisées de nos jours pour le démarrage des véhicules thermiques. L'accumulateur au plomb, une fois chargé, est constitué de deux électrodes de plomb dont l'une est recouverte d'oxyde de plomb, formé lors de la première charge de l'accumulateur. L'ensemble baigne dans une solution d'acide sulfurique concentré qui constitue l'électrolyte. Une représentation schématique vous est donnée en haut à gauche de l'écran avec sa représentation conventionnelle. Les équilibres électrochimiques impliqués dans cet accumulateur sont ceux figurant dans l'encadré 1. Compte tenu des valeurs des potentiels standards des deux couples impliqués dans cet accumulateur, la réaction thermodynamiquement spontanée correspond à celle de la formation de PbSO4. La décharge de l'accumulateur conduit donc à la destruction de l'anode en plomb d'une part et à la couche de PbO2 présente sur la cathode d'autre part, accompagnée par la formation de dépôts de PbSO4 dans l'électrolyte et à la surface des électrodes en raison de la faible solubilité de ce composé dans le milieu. La décharge consomme donc les deux électrodes et l'acide de l'électrolyte. Il est recommandé de ne pas décharger l'accumulateur totalement afin de préserver une bonne récupération de sa capacité au cours de sa recharge. Ainsi, il est nécessaire de recharger l'accumulateur lorsque la tension à ces bornes passe en dessous de 1,85 volts. L'objectif de cette recharge est de détruire les dépôts de PbSO4 au profit de la régénération des électrodes et de l'électrolyte. On aura donc au cours de cette recharge une dissolution des dépôts de PbSO4 accompagnée de la formation de PbO2 au pôle positif du dispositif et de plomb au pôle négatif. On régénère ainsi l'accumulateur qui pourra alors de nouveau fonctionner comme générateur d'énergie électrique. Notons également qu'une recharge prolongée de l'accumulateur conduit ici à la formation de dioxygène et de dihydrogène, qui, s'ils sont produits en trop grande quantité, pourraient être à l'origine de l'explosion de l'accumulateur. Les accumulateurs au plomb représentaient, il y a encore quelques années, 60% du marché des générateurs électrochimiques en France, dont les 2/3 sous la forme de batteries de démarrage de véhicules thermiques. Examinons maintenant une autre catégorie d'accumulateurs qui est celle constituée des accumulateurs alcalins. Comme les piles alcalines, les accumulateurs alcalins tirent leur nom de la nature de l'électrolyte qu'ils contiennent. Ces accumulateurs sont également connus sous la dénomination d'accumulateurs NiCd, NiFe ou NiMH, MH pour métal hydreux. Le premier accumulateur de ce type breveté est connu depuis 1899, date de sa première découverte. L'électrolyte de ces accumulateurs est en fait le plus souvent une solution aqueuse contenant entre 20 et 28% en masse de potasse, à laquelle on ajoute généralement 1 à 2% d'hydroxyde de lithium afin de limiter la coagulation de l'hydroxyde de nickel formé à la cathode. La matière active à la cathode est toujours la même.
Il s'agit de l'oxyhydroxyde de nickel, NiOH, dans lequel le nickel est au degré d'oxydation 3. Au cours de la décharge de l'accumulateur, cette matière active sera réduite en dihydroxyde de nickel, dans lequel le nickel est au degré d'oxydation 2. Selon la réaction, NiOH solide plus H2O plus un électron donne NiOH 2 fois plus OH. L'électrode positive est réalisée en mélangeant initialement l'oxyhydroxyde de nickel avec du carbone graphite, environ 20%, de l'hydroxyde de cobalt, COOH 2 fois, et de l'hydroxyde de barium, BaOH 2 fois. Le carbone graphite permet d'améliorer la conductivité électrique de la cathode, alors que les deux hydroxydes ajoutés permettent d'améliorer favorablement la capacité et la durée de vie de l'accumulateur. La nature de l'anode est différente selon le type d'accumulateur alcalin. Dans le cas de l'accumulateur NiCd, la matière active est du cadmium métallique solide. Ce dernier est oxydé au cours de la décharge de l'accumulateur en hydroxyde de cadmium CdOH2 fois. L'électrode négative est constituée de cadmium métallique mêlé à du fer, environ 20 à 25%, et de faibles quantités de nickel, ainsi que du carbone graphite pour augmenter la conduction électrique de l'électrode. La force électromotrice de la pile à vide est alors de 1,3 volts pour une énergie massique théorique de 211 Wh/kg. Dans le cas de l'accumulateur nickel-fer, la matière anodique active est du fer métallique solide. Ce dernier est oxydé au cours de la décharge de l'accumulateur en hydroxyde de fer 2, selon Fe plus 2OH- donne FeOH 2 fois plus 2 électrons. L'électrode négative est en fait constituée de fer métallique mêlé à de l'oxyde de fer 3, Fe2OH 3 fois, magnétique. L'addition de faibles proportions de carbone graphite augmente quelque peu la conductivité de l'électrode et l'addition de faibles quantités de cadmium permet de ralentir l'autodécharge de l'accumulateur. Enfin, l'ajout de 5% de sulfure de fer permet d'améliorer les performances de cet accumulateur. La force électromotrice à vide de cet accumulateur est de 1,41 volts pour une énergie massique théorique de 268 Wh/kg. Les accumulateurs NiMH sont apparus bien plus tard que les deux précédents, dans les années 1980. Leur développement est associé à la découverte de la possibilité de stocker de l'hydrogène dans certains alliages métalliques. Les alliages les plus couramment utilisés sont les alliages de type AB2 et AB5. Parmi les alliages de type AB2, l'alliage zirconium-nickel-2 présente de bonnes performances, tandis que parmi les alliages de type AB5, c'est l'alliage LaNi5 qui se montre le plus performant pour l'insertion d'hydrogène. On peut ainsi obtenir LaNi5H6 qui présente une bonne stabilité, des propriétés thermodynamiques adaptées et des cinétiques électrochimiques importantes qui permettent d'envisager son utilisation comme matériau anodique. La réaction anodique dans ce cas est LaNi5H6 plus 6OH- donne LaNi5 plus 6H2O plus 6 électrons. Dans un cadre plus général, la réaction anodique dans ce type d'accumulateur est MHN fois solide plus NOH- donne M solide plus NH2O plus N électrons. Dans le cas de LaNiH6, la force électromotrice à vide de cet accumulateur est de 1,32 volts pour des énergies massiques de 216 Wh/kg. Tableau récapitulatif des différents accumulateurs alcalins situés en bas de l'écran montre que bien que leur tension d'alimentation est bien inférieure à celle des accumulateurs au plomb, les accumulateurs alcalins ont des caractéristiques énergétiques supérieures à celles des accumulateurs au plomb. Ils ont une durée de vie comparable à celle des accumulateurs au plomb, environ 1000 cycles,
Certains accumulateurs NiCd ont des performances les meilleures de tous les accumulateurs du marché à basse température, c'est-à-dire en dessous de moins 40 degrés. Celles des accumulateurs nickel-fer sont très médiocres à faible température et celles des accumulateurs NiMH s'effondrent en dessous de moins 20 degrés. D'autre part, le coût du nickel et les coûts de fabrication rendent le coût énergétique des accumulateurs alcalins plus élevé que celui des accumulateurs. Par exemple, en 2005, en Europe, la part de marché des accumulateurs NiCd ne représentait que 10% du marché des accumulateurs. Intéressons-nous maintenant à une catégorie d'accumulateurs qui a fait l'objet de nombreuses études et qui représente à l'heure actuelle une part de marché importante dans le domaine des batteries électriques et des accumulateurs. Il s'agit des accumulateurs au lithium. La réalisation d'accumulateurs au lithium a été envisagée pour les mêmes raisons que l'on a envisagé la réalisation de piles au lithium, à savoir obtention de tension élevée, capacité massique et volumique et énergie massique et volumique élevée. La réalisation de ce type d'accumulateur pose les mêmes problèmes que pour les piles au lithium. Ces derniers sont en général liés à la forte réactivité du lithium. En premier lieu se pose le problème du choix de la solution d'électrolyte qui, comme dans le cas des piles au lithium, ne peut pas être une solution aqueuse compte tenu de la forte réactivité du lithium avec l'eau. Il est alors nécessaire, comme dans le cas des piles au lithium, de se tourner vers des solvants organiques. Le choix du solvant doit permettre de respecter un certain nombre de critères qui sont les suivants. Être compatible avec les différents éléments de l'accumulateur, avoir une température d'ébullition suffisamment élevée et une température de fusion suffisamment basse, être stable chimiquement et électrochimiquement dans une gamme de potentiel comprise entre 0 et 5 volts, permettre la formation d'une couche de passivation stable par réaction avec le lithium métallique pour éviter l'autodécharge par réaction entre le lithium et le solvant et permettant d'assurer une bonne réversibilité, assurer une conductivité ionique élevée, suffisamment élevée, sur une gamme large de températures, entre moins 20 et plus 60 degrés, et dissoudre convenablement les électrolytes à base de lithium. L'ensemble de ces critères a conduit à la sélection de solvants de type aprotique polaire, organique et inorganique, mais également à l'utilisation de sels fondus ou de liquides à température ambiante. Les sels électrolytiques les plus employés dans ces accumulateurs sont des sels liquides tels que LiAsF6, LiPF6, LiClO4, LiBF4 ou LiNSO2 CF3 2 fois. La réalisation de ces accumulateurs repose sur l'oxydation anodique du lithium métallique en ion lithium à l'électrode négative. On recherche alors à associer à cette réaction d'oxydation une réaction de réduction de l'ion lithium sur un matériau cathodique de type AX ou B capable d'intervenir de façon réversible dans la réaction impliquant les ions lithium de l'électrolyte. Cette réaction peut s'écrire de la façon suivante: ZLi plus AXBY plus Z électron donne LiZAXBY. De nombreux matériaux de type AXBY ont été testés pour l'insertion réversible du lithium dans ces oxydes métalliques. Le tableau à droite de l'écran donne les différents matériaux les plus utilisés et ayant donné lieu à des applications commerciales ainsi que leurs caractéristiques énergétiques. L'ensemble de ces matériaux sont en mesure d'insérer dans leur structure de façon réversible une certaine proportion d'atomes de lithium sans que leur structure ne soit modifiée. Différentes technologies ont été mises au point pour développer des accumulateurs performants à base d'anodes de lithium. Il s'agit des technologies LiM pour lithium métal, LiMP pour lithium métal polymère, Li-ion pour lithium ion, Li-ion Pro pour lithium ion polymère et plus récemment la technologie lithium phosphate.
Dans les technologies LiM et LiMP, l'anode est constituée de lithium métallique et la réaction d'oxydation se produisant sur cette électrode est l'oxydation du lithium métal en ion lithium soluble dans l'électrolyte. Selon Li donne Li+, plus un électron. Le matériau cathodique est dans le premier cas, celui de LiM, l'un des oxydes métalliques à basse tension du tableau ci-dessous. Les plus utilisés sont MoS2 et V2O5. La réaction cathodique s'écrit dans un cadre plus général, ZLi+, plus AXBY plus Z-, Z électrons, donne LiZ AXBY. La réaction bilan associée à l'accumulateur est alors en décharge. ZLi plus AXBY donne LiZ AXBY. Une représentation schématique du fonctionnement de ces deux types de technologies vous est proposée ici, en haut à gauche de l'écran. En charge, la réaction est inversée. Le lithium est régénéré à l'anode et le lithium inséré présent à la cathode est alors désinséré de l'oxyde métallique sous forme de lithium soluble dans l'électrolyte. Les deux technologies se distinguent uniquement par la nature de l'électrolyte utilisé. Alors que dans la technologie LiM, on utilise un électrolyte liquide à base de sel de lithium dans l'éthyle ou le propylcarbonate, dans la seconde technologie, l'électrolyte est un polymère organique, de l'oxyde de polyéthylène, dans lequel l'électrolyte LiH est inséré. L'utilisation d'anodes métalliques en lithium n'est pas sans poser de problème, notamment au niveau du cyclage charge-décharge. En effet, d'une part, lors de la recharge de l'accumulateur, une partie du lithium métallique formé au niveau de l'électrode de lithium réagit avec le solvant de l'électrolyte pour former une couche passivante à base de lithium. La formation de cette couche passivante constitue une perte de la capacité de l'électrode de lithium et donc de l'accumulateur. On peut compenser cette perte en introduisant un excès de lithium dans l'accumulateur, ce qui augmente le coût énergétique de ce dernier. D'autre part, la partie non passivée, restée métallique du lithium, est non uniforme et assujettie à la formation de dendrites, qui sont des formes d'excroissance au niveau de l'électrode de lithium. Au fur et à mesure des cycles de recharge, les dendrites continuent leur croissance, pouvant grossir jusqu'à atteindre l'électrode d'oxyde métallique. Dans ce cas de figure, la dendrite provoque un court-circuit de l'accumulateur, pouvant avoir des conséquences graves au niveau sécuritaire. Par exemple, des échauffements importants de l'accumulateur, provoquant la fusion du lithium et sa réaction rapide avec des constituants de la solution d'électrolyte. On assiste alors à un emballement thermique dont la conséquence est l'explosion de l'accumulateur. Des solutions ont bien entendu été recherchées à ces problèmes sécuritaires. L'utilisation d'électrolytes polymères en est une et permet de sécuriser pour un peu mieux les accumulateurs au lithium à anode de lithium métallique. L'autre solution qui peut être appropriée à ce problème est la substitution de l'anode en lithium métallique par une électrode ayant des caractéristiques proches de cette électrode, notamment en termes de potentiel d'équilibre. Ces recherches de substitution de l'anode en lithium métallique ont donné naissance aux technologies lithium-ion, lithium-ion polymère et lithium-phosphate. Le schéma du principe de fonctionnement des technologies lithium-ion, lithium-ion polymère et lithium-phosphate est représenté sur la figure en bas à gauche de votre écran. Ces technologies sont basées sur l'utilisation d'une anode constituée d'un matériau dans lequel le lithium métallique est inséré de façon réversible, à l'instar de la cathode des accumulateurs lithium-métal et lithium-métal polymère. Il a donc fallu trouver des matériaux pouvant insérer de façon réversible le lithium métallique tout en conservant des caractéristiques
optique proche de celle de l'électrode en lithium métallique. De nombreux matériaux peuvent être candidats pour remplacer le lithium métal dans les accumulateurs au lithium de ce type. Le tableau situé en bas à droite de votre écran regroupe les principaux matériaux qui ont pu être retenus. On constatera à la lecture de ce tableau que les matériaux les mieux adaptés sont les matériaux carbonés, pour lesquels les écarts de potentiel d'électrode entre le matériau et le lithium et celle du lithium métallique sont les plus faibles, entre 0,02 volts et 1,3 volts. Le matériau le plus intéressant est sans nul doute le carbone, graphite lithié, pour lequel le potentiel d'électrode est très proche de celui du lithium métallique, l'écart étant de 0,02 volts à 0,3 volts par rapport au lithium métallique. C'est effectivement ce matériau qui est le plus utilisé dans la fabrication des accumulateurs lithium-ion destinés à la production à grande échelle en raison du faible coût de ce matériau. On pourra également constater que sur le plan énergétique, aucun de ces matériaux ne peut concurrencer le lithium métallique. En effet, la capacité massique de ces matériaux est dans tous les cas bien inférieure à celle du lithium métal. Cependant, nous avons vu que dans le cas de l'utilisation du lithium métallique, il était nécessaire d'introduire dans l'accumulateur un excès de lithium pour compenser la perte de lithium due à la formation de la couche passivante au cours de chaque cycle de recharge de l'accumulateur. Dans le cas des accumulateurs fonctionnant dans les technologies lithium-ion, la couche de passivation formée, isolante électrique et conductrice ionique, au premier cyclage est stable. Une fois formée, elle assure une récupération quasi totale de la charge au cours de la recharge de l'accumulateur à partir du second cycle de charge. Cet avantage de la technologie lithium-ion, associé avec une sécurisation de l'accumulateur, vient compenser en partie les plus faibles capacités massiques de ces accumulateurs. D'autres matériaux que les matériaux carbonés à base d'oxyde métallique, tels que LiAl, peuvent également convenir. Les oxydes métalliques LiWO2, LiMoO2, LiTiO2 ont également été envisagés, mais aucune application commerciale n'a vu le jour. Les trois technologies lithium-ion, lithium-ion polymère et lithium phosphate font appel à l'utilisation de ce type d'anode. D'une façon générale, la réaction anodique qui a lieu dans ces accumulateurs s'écrit LiZMPNQ donne ZLi+, plus MPNQ plus Z électrons. Lorsque l'anode est en carbone graphite lithié, la réaction s'écrit LiC6 donne Li+, plus C6 plus Z plus 6 électrons. Plus un électron, pardon. Comme dans le cas des accumulateurs lithium-métal, la cathode est constituée d'un composé d'insertion du lithium. Dans le cas des technologies lithium-ion et lithium-ion polymère, les matériaux utilisés sont les mêmes que ceux utilisés dans la technologie lithium-métal. Les matériaux les plus couramment rencontrés sont Li055CoO2, le plus courant, et Li035NiO2, moins cher que Li055CoO2. Dans la technologie lithium-phosphate, le matériau cathodique est du phosphate de fer, beaucoup moins cher que les autres matériaux de cathode utilisés dans les autres technologies. Les réactions cathodiques dans ces accumulateurs s'écrivent donc, dans le cas de la technologie lithium-ion ou lithium-ion polymère, 0,45 Li+, plus Li055CoO2 plus 0,45 électrons donne LiCoO2, ou encore 0,5 Li+, plus 0,35 NiO2 plus 0,5 électrons donne Li0,85CoO2. Dans le cas de la technologie lithium-phosphate, la réaction est Li plus FePO4 plus 1 électron donne LiFePO4. Les réactions
bilans associés à ces trois technologies sont donc, pour les technologies lithium-ion et lithium-ion polymère, LiC6 plus Li055COO2 donne LiCOO2 plus Li055C6, ou encore LiC6 plus Li035NiO2 donne Li085 NiO2 plus Li05C6. Et pour la technologie lithium phosphate, LiC6 plus FePO4 donne LiFePO4 plus C. Ce qui distingue la technologie lithium-ion de la technologie lithium-ion pro est tout simplement la nature de l'électrolyte, qui dans le premier cas est une solution organique de sel de lithium, généralement LiClO4 ou LiNCF3SO3 deux fois, alors que dans la seconde technologie, ces mêmes sels sont introduits dans une matrice polymère souple et conductrice ionique. L'un des polymères utilisés est un copolymère du chlorure de vinylidène et d'hexafluorure de propylène. Les accumulateurs à base de lithium sont sans nul doute les accumulateurs les plus utilisés à l'heure actuelle, que ce soit pour alimenter vos téléphones portables ou vos ordinateurs, ou pour fabriquer les batteries des véhicules électriques. Dans ce domaine, c'est la technologie lithium-ion et lithium-ion polymère qui semble à l'heure actuelle être retenue par les constructeurs automobiles. Voyons maintenant, pour terminer cette vidéo sur les piles, les accumulateurs et les batteries, le cas des accumulateurs redox flow, qui sont des accumulateurs un peu particuliers. Les accumulateurs électrochimiques de type redox flow présentent un type particulier d'accumulateur, dans le sens où, contrairement aux différents systèmes électrochimiques que nous avons vus jusqu'à présent, les réactifs et les produits des réactions électrochimiques qui se produisent dans cet accumulateur sont toutes des espèces en solution, à l'anode comme à la cathode. Ces électrolytes contenus dans deux demi-cellules sont alors mis en circulation, d'où l'appellation de redox flow. La capacité de ces accumulateurs dépend alors du volume de solution d'électrolytes et de sa concentration en espèces oxydantes et réductrices dans les deux solutions d'électrolytes. Celles-ci sont donc parfaitement maîtrisées. Le principe de fonctionnement de tels accumulateurs est représenté sur la figure en haut à gauche de votre écran en mode décharge. Deux solutions d'électrolytes différentes sont donc nécessaires pour faire fonctionner un accumulateur redox flow. La première contient les espèces du couple redox, dont le réducteur sera oxydé à l'anode au cours de la décharge de l'accumulateur. La seconde contient les espèces du couple redox, dont l'oxydant sera réduit à la cathode au cours de la décharge de l'accumulateur. Les potentiels redox de ces deux couples redox doivent bien entendu être suffisamment différents pour permettre de générer une différence de potentiel suffisamment élevée aux bornes de l'accumulateur. La solution d'électrolyte contenant l'espèce du couple redox ayant le potentiel standard le plus élevé est appelée catholique, car c'est l'oxydant de ce couple qui sera réduit à la cathode lors de la décharge. Celle contenant les espèces du couple redox ayant le potentiel standard le plus faible est appelée anolyte, car c'est le réducteur de ce couple qui sera oxydé à l'anode au cours de la décharge. Ces deux solutions d'électrolyte ne peuvent bien entendu pas être mélangées à l'intérieur du système sous peine de donner lieu à une réaction redox spontanée sans échange électronique au niveau des électrons. L'accumulateur est alors en court-circuit. Au sein de l'accumulateur, les deux solutions sont donc séparées par une membrane, évitant le mélange des deux solutions d'électrolyte. Néanmoins, cette membrane doit permettre la circulation des charges pour qu'un courant puisse circuler dans le système. Il s'agit donc d'une membrane échangeuse d'ions permettant l'échange des ions de l'électrolyte entre les deux compartiments anodique et cathodique. La migration de ces ions de l'électrolyte à travers la membrane
permet alors au courant de circuler dans le système sans que les deux solutions ne soient en contact. Pour disposer d'une résistance interne du système faible, la distance entre les deux électrodes, siège des réactions électrochimiques redox, est réduite au maximum, ce qui fait que les cellules comportent peu d'électrolytes et que l'essentiel des électrolytes est stocké dans des réservoirs externes à la cellule. Des pompes assurent alors la circulation des électrolytes dans chacun des compartiments de la cellule. Ces accumulateurs peuvent également être montés en série pour former des batteries redox flow, que l'on appelle encore des réacteurs redox flow. On utilise dans ce cas des électrodes bipolaires dont l'une des faces joue le rôle de pôle positif, qui correspond à la cathode en décharge, et l'autre le rôle de pôle négatif correspondant à l'anode lors de la décharge. Le principe de l'architecture de tels réacteurs redox flow est donné sur la figure en haut à droite de l'écran. De nombreuses combinaisons redox peuvent faire l'objet d'un développement dans la technologie redox flow, comme en atteste la figure située en bas de l'écran. La principale difficulté réside dans la nécessité de trouver des couples redox dont les espèces soient toutes totalement solubles dans la solution d'électrolyte. De ce fait, seules les combinaisons fer-chrome, polybromure, polysulfure et vanadium-vanadium, encore appelées tout vanadium, ont fait l'objet d'études poussées ayant conduit à des réalisations commerciales ou industrielles. Par exemple, la technologie fer-chrome dans laquelle, au cours de la décharge, les ions Fer3+, sont réduits à la cathode en Fer2+, et les ions chrome 2+, sont oxydés en chrome 3+, à l'anode, a donné lieu à l'ouverture en 2014 à Turlock, en Californie, à la première centrale solaire au monde utilisant la technologie redox flow pour le stockage de l'énergie solaire. Le système polybromure-polysulfure a quant à lui été développé en Grande-Bretagne et aux USA depuis les années 1990. L'entreprise VRB, située au Canada, a acquis en 2004 une licence exclusive lui accordant la propriété intellectuelle et le savoir-faire liés à cette technologie. Dans le cas de la technologie tout vanadium, où lors de la décharge de l'accumulateur, des ions vanadium 2+, sont oxydés à l'anode en ion V3+, et où l'ion VO2+, est réduit en ion VO2+, à la cathode, plusieurs firmes commercialisent des batteries sur la base de cette technologie. On pourra citer par exemple la société canadienne VRB et la société chinoise GFC. Signalons également pour conclure sur les accumulateurs redox flow qu'en 2014, des chercheurs américains ont mis au point une batterie redox flow à base de composés organiques hydrosolubles qu'ils ont baptisé ORBAT pour Organic Redox Flow Battery. Ceci vient conclure cette vidéo sur l'aspect technologique des piles, accumulateurs et batteries. On y a vu qu'il existe de très nombreux systèmes permettant de générer de l'énergie électrique et le choix du système électrochimique adapté dépend bien souvent de la nature du dispositif que l'on doit alimenter. Je vous remercie de votre attention.